C'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport qu'on va être mauvais. C'est à partir du moment où on a creusé, justement, qu'on a analysé, qu'on a aussi individualisé par rapport à la personne avec qui on va bosser, que on va pouvoir avancer ensemble. Ça veut dire créer un processus douloureux qui a le potentiel d'inhiber momentanément la personne. Quand vous allez chez un préparateur mental, bah, ça ne va pas changer votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail pour vous, bah, ça ne changera que dalle. Certes, la science va évoluer, mais c'est d'essayer d'avoir une transmission de savoir sur lesquels, ok, je peux à peu près dire que je ne me plante pas pour les 10 ou 20 prochaines années. Le mec, il s'appelait 30 000 fois dans la semaine que son infra-épineux a sorti le bras de l'eau. C'est pas possible. Tu vas pas aller lui faire bosser son infra-épineux, il est déjà explosé. Ok Fred, on est parti, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va bien, plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première édition du podcast avec Fred, allez l'écouter. Je ne me rappelle plus du numéro, je ne sais pas si toi tu t'en rappelles. Aucune idée, je pourrais même pas te dire. En tout cas, Ouais. merci à nouveau pour l'invitation, ça fait très plaisir, c'est toujours un plaisir. Non, écoute, c'est cool. Je pense que je suis le premier à pas prendre assez de temps pour échanger avec mes confrères. Et donc, quand j'ai l'opportunité de le faire, c'est toujours un plaisir. Peut-être pour les 3 personnes qui ne te connaissent pas encore sur le podcast, dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais, Fred. Du coup, je m'appelle Fred, je suis kiné. J'ai plusieurs métiers. Mon premier métier, c'est kiné, on va dire, juste à côté de Strasbourg, en libéral. Et parallèlement à ça, je suis également formateur au sein de Califormation et au sein de ma société Praxio Consulting, sur lequel je propose notamment des contenus en e-learning ou en présentiel. Et mon troisième métier, c'est ça dépend, je sais pas si on pourra en discuter, mais il y en a qui disent coach, il y en a qui disent préparateur physique. Bref, je prépare des gens pour qu'ils soient prêts le jour J. Est-ce qu'il y a des sports avec lesquels tu travailles en particulier ou tu travailles avec tout type d'athlètes à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, j'ai des combattants en MMA, en judo. J'ai de la natation synchronisée. Euh, je vais avoir un autre combattant également en MMA. J'ai plusieurs athlètes de CrossFit. Euh, tac, 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 et un vététiste. Comment est-ce que tu opères dans ton approche de suivi, de coaching? Si voilà, quelqu'un te contacte, disons, voilà, salut Fred, je m'appelle Sean, je veux travailler avec toi. Quel est ton process déjà pour apprendre à connaître la personne? Est-ce que tu as un système de screening? Est-ce que tu bosses avec n'importe qui? Comment tu opères à ce niveau-là? Et après, on pourra aller dans les détails du suivi, des priorités, de l'encadrement, etc. Euh, alors déjà, j'ai comme tu le sais et comme je pense que là, une partie le savent, j'ai un gros emploi du temps. Du coup, j'ai pas de place pour tout le monde. Donc ça me permet en fait de faire un filtre. En gros, alors parfois il y a du feeling, mais si je sens que il va pas faire le taf ou il est pas dans une recherche justement d'apprentissage, d'éducation, même de confiance ou même de travail tout simplement, d'aller au, d'aller au charbon, mais ça ne veut pas dire d'être tout le temps en haute intensité, mais de faire vraiment le travail. En général, je ne prends pas ou je réponds, mais je dis que j'ai des délais monstrueux, enfin ça dépend, parce que je n'ai pas de temps à perdre en fait. Euh, et du coup, c'est ça surtout le premier critère, c'est il faut que quand la personne elle vient m'aborder, il faut qu'il y ait un réel projet derrière, parce que c'est aussi ça qui m'anime. Ça ne veut pas dire que je travaille avec des personnes de très très haut niveau, mais aussi des personnes de niveau, enfin, comme monsieur et madame tout le monde. Il faut juste que le projet soit en fait cohérent et que ça soit à la fois bien sûr motivant pour la personne qui me contacte, mais aussi pour moi. Parce que c'est une relation, si tu veux, c'est du donnant-donnant.
Donc, c'est à partir de là. Et du coup, une fois que le contrat, si tu veux, s'est établi, donc à la fois sur les accords financiers et sur le contrat humain, hein, parce que c'est avant tout un contrat humain, on fait en général un screening. Donc, s'ils ne peuvent pas se déplacer sur Strasbourg, je fais en vidéo, en visio, où on met à plat les choses, un peu comme on ferait en kiné, mais en gros, qui tu es, pourquoi est-ce que tu viens me voir et quels sont tes objectifs. Et à partir de là, je greffe les antécédents de blessures, les blessures actuelles, hein, les objectifs court terme, moyen terme, et peut-être s'il y en a long terme, vers quoi tu veux aller, vers qu'est-ce que je vais pouvoir te proposer, comment je vois les choses. On fait des tests spécifiques en fonction, surtout s'il y a un contexte pathologique ou certaines spécificités par rapport au sport. Et puis après, je bosse dessus et je le fais sous PDF. Je ne le fais pas sur Google Scholar, pas Google Scholar, Google Sheet, parce que je préfère ce format-là, tout simplement. Et voilà. Est-ce qu'il y a des sports en particulier avec lesquels tu n'as jamais travaillé, mais qui t'intéresseraient au niveau challenge, au niveau connaissance, etc. J'ai travaillé avec beaucoup de sports, même par exemple en danse classique, etc. Euh, euh, j'ai pas fait de sport motorisé. Ok. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher, style Formule 1, ce genre de choses. Mhm. J'ai pas fait de sport motorisé. J'ai pas fait, enfin, il y a longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de sport de raquette. Ok. J'ai eu des badistes j'ai eu pas mal de badistes et des tennisman. Mais ça commence à faire 2-3 ans que j'en ai pas eu. Du coup, ça me déplairait pas aussi. Et un sport que j'ai pas du tout, mais qui me plairait, c'est le golf. Pourquoi? Je sais pas comment décrire ça, mais je suis un peu fasciné par. En fait, ils ont une recherche d'efficience du mouvement, et ça me fascine. Et du coup, ça me déplairait pas de décortiquer et d'aller justement mettre de la contrainte là où ils en ont besoin pour éviter des déperditions d'énergie, optimiser le mouvement, aller chercher tout ce qui est contrainte transverse et, euh, et, euh, et un peu aussi, je pense, hein, j'ai je m'entends très bien, je l'ai eu en formation avec Thomas. C'est un kiné qui, en fait, c'est le seul Français à l'heure actuelle qui bosse sur le Tour européen Mhm. en tant que kiné. Donc, en fait, il est tout simplement appelé pour prendre en charge les golfeurs du Tour européen. Et j'ai beaucoup aimé justement échanger avec lui. Et c'est quelque chose qui ne me déplairait pas, justement. Ça permettrait aussi de me challenger moi, parce que comme je ne l'ai jamais eu, ça permet de refaire de l'analyse vidéo, d'aller chercher des choses que finalement, je n'ai pas forcément l'habitude d'aller chercher avec les athlètes que j'ai à l'heure actuelle, quoi. Est-ce qu'il y a des fois où tu te sens bien avec les sports avec lesquels tu travailles, enfin, tu es content de ce que tu fais, tu trouves une certaine stabilité et après d'un coup, ou comment ce processus évolue de, voilà, je suis content avec ce que j'ai à l'heure actuelle ou avec ce que je fais, au processus de curiosité, si j'ose l'appeler ainsi, d'aller chercher un autre sport, un sport que tu n'as jamais vu ou jamais pratiqué, pour justement recommencer à zéro ce processus d'apprentissage, ou en tout cas, en gros, avoir une page blanche et devoir la remplir depuis le haut. Comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre ces deux choses-là? Justement, c'est vraiment le mot, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, les sports de combat, surtout les sports à préhension, c'est quelque chose que je connais par cœur, puisque je suis passé par là. Euh, du coup, c'est hyper facile pour moi. Et je me force par contre à ne pas être dans l'automatisation et
comment dire, à être sur, OK, c'est facile, donc je fais ça machinalement. Non, parce que ça serait la plus grosse erreur que je pourrais faire à mon sens. Mhm. Et c'est la plus grosse erreur que les gens, que beaucoup font par habitude. Mhm. Et autant, tu vois, les habitudes, c'est bien sur notre développement personnel, sur l'aspect routine, la création justement de routines qui nous permettent d'avancer, etc. Autant les habitudes dans le travail, c'est à double tranchant, c'est celle qui te permet d'avoir l'expérience, et c'est aussi pour ça que les gens me contactent, mais c'est celle aussi qui peut te faire basculer dans un aspect, on va dire, routinier, Mhm. euh, et aussi te faire planter et aller droit dans le mur. Mhm. Parce qu'il faut quand même savoir prendre du recul pour pouvoir justement se dire, OK, ouais, je connais par cœur, je suis passé par là, mais on est déjà tous différents, on a tous des besoins différents. Donc ça, c'est ça que j'ai déjà l'avantage, puisque je fais pas, je bosse pas comme dans une équipe, au sein d'une équipe de rugby ou de foot. C'est facile du coup d'individualiser à partir du moment où on prend le temps d'individualiser, bien sûr. Mhm. Mais il faudrait pas basculer. Ok, j'ai un judoka, je connais par cœur, je lui fais faire ça par automatisation. Non, je lui fais ce qu'il a besoin, Ouais. et parce que on est tous différents. Et l'autre versant, c'est, OK, je ne connais pas le sport à la base, la natation synchronisée. Je le connaissais juste par mes amis que j'avais en cours et par mon ancienne copine parce que ben, justement, c'était leur sport. Mais à partir de ça, la natation synchronisée, ça faisait deux causes. Et du Mhm. coup, j'ai fait beaucoup de lectures vidéo. Avec YouTube, aujourd'hui, c'est un outil hein, de travail. Il y en a peu qui y pensent, mais c'est un gros outil de travail, surtout qu'on peut retrouver des slow motion dans tous les sports maintenant. Et on peut analyser, on peut voir ce qui se fait en France, ce qui se fait en Europe, ce qui se fait aux US. Et du coup, c'est un très gros outil pour apprendre et emmagasiner justement de la connaissance et de l'analyse de sport et de mouvement. Donc, j'utilise beaucoup cet outil-là. Et du coup, c'est aussi stimulant parce que, comme tu dis, quand on part d'une page blanche, OK, l'athlète me fait confiance. Moi, je vais aussi lui donner de moi et essayer en fait d'avancer. Je vais vouloir faire avancer la tête, mais je vais vouloir aussi avancer moi pour que tous les deux, on augmente justement en compétences. Et moi, je reste persuadé, je ne sais pas toi ce que tu en penses, c'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport qu'on va être mauvais. C'est à partir du moment où on a creusé justement, qu'on a analysé, qu'on a aussi individualisé par rapport à la personne avec qui on va bosser, on va pouvoir avancer ensemble. Et justement, tu vois, avec les en natation synchronisée, ça se passe super bien. Elles ont fait encore une saison exceptionnelle avec plusieurs titres de champion de France. Et du coup, ça coule, tu vois. Et moi, je trouve que c'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport que forcément, ça va être justement délétère pour la personne. Au contraire, parfois, les personnes vont se sentir encore plus stimulées pour aller rechercher un petit peu les besoins spécifiques de l'activité et de la personne. Mais je pense que ça t'enlève pas mal de biais aussi, en fait, de venir de l'extérieur et Exactement. de pas avoir de vécu dans ce sport-là. Et même à la limite, si tu as un vécu, mais en tant qu'athlète et que tu l'as jamais eu en tant que coach, que tu n'as pas évolué au sein d'organisations dans un certain sport avec des manières de faire, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Mais je pense que ça peut vraiment, en fait, comme tu l'as dit, donner un regard un peu neuf sur le sport, même si, à mon avis, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites dans l'histoire du sport on peut difficilement réinventer la roue. Par contre, on peut toujours réorganiser les choses de mille manières différentes. Euh, et peut-être même, comme tu l'as dit, se challenger soi-même en tant que coach, de se dire, est-ce que au final, parce que la préparation physique, c'est avant tout, à mon avis, des principes qui s'appliquent ensuite dans un contexte spécifique. Et il y a certaines méthodes qui en découlent, certaines pratiques, certains exercices qui en découlent. Et
à mon sens, aborder un nouveau sport sans connaissance préalable, c'est un petit peu mettre à l'épreuve tes propres connaissances ou ta compréhension des principes de préparation physique. Parce qu'au final, sans trop connaître le sport en lui-même, mais si tu sais faire une analyse de tâches, si tu comprends comment prioriser certaines choses par rapport aux demandes du sport, si tu comprends l'athlète de manière globale et son profil et les choses dont il a besoin et peut-être moins besoin, et ben, comme tu l'as dit, sans nécessairement savoir ce qui s'est fait, tu vas pouvoir faire du bon taf et peut-être parfois même avec un angle un petit peu nouveau qui peut être intéressant pour les athlètes du fait qu'ils ont peut-être travaillé avec des coachs qui étaient dedans depuis tout le temps et qui faisaient les choses d'une certaine manière et que d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, vient de l'extérieur apporte des choses peut-être un petit peu nouvelles. Ouais, tout à fait. Et tu vois, on peut même aller un peu plus loin. Par exemple, moi, dans ma formation, j'utilise pour l'analyse de tâches, c'est ce qu'on appelle, moi j'utilise le diagramme, la synthèse de la thèse du professeur Parlebas. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un Français qui, en gros, a fait une énorme thèse sur ce qu'on appelle la praxéologie motrice. Et en fait, c'est d'ailleurs de là que j'ai tiré le nom de ma société, Praxio Consulting, parce que c'est quelque chose qui me parle. En gros, tu as la tâche motrice, il appelle ça la conduite motrice au centre. Mmh. Et en fait, autour de cette conduite motrice, bah, tu vas avoir les différentes analyses. Tu vas avoir, d'ailleurs, je l'ai mise à jour parce que sa thèse commence à dater avec tes données à toi. C'est-à-dire que tu vas avoir l'analyse biomécanique. Et là, tu as une autre diapo où je renvoie vers 2 ou 3 vidéos YouTube de toi, notamment sur tout ce qui est la filière, si tu veux, les filières énergétiques et l'analyse, on va dire, aspect, tout ce qui est métabolique, etc. Et après, tout autour, il gravite, si tu veux, l'environnement. C'est notre exposition au stress, si tu veux. Mmh. Et tu vas avoir la partie créativité, la partie intellectuelle, la partie émotionnelle. Et du coup, c'est ce qui fait que, par exemple, en finale de top 14, tu as un joueur qui va te sortir un mouvement monstrueux alors qu'il ne l'a jamais fait en entraînement. Ou alors, à l'inverse, le même joueur qui est sensible au stress va complètement se liquéfier en finale du top 14. Et justement, par le bas, il va dire, OK, bien sûr qu'on va avoir cette sphère biomécanique que tout le monde utilise, les forces, les leviers, etc. La sphère métabolique aussi, on peut jouer sur ces deux-là, mais on va pouvoir jouer énormément sur cette sphère environnementale et exposer les personnes en fait à différents stress. Et ce stress doit pouvoir il doit y avoir une certaine rétention de l'aspect performance malgré les stresseurs auxquels l'athlète va être exposé. Et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Est-ce que, et je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de te pencher dessus, ce que tu décris là, c'est à mon sens un modèle qui semble assez complet de par les différents aspects qu'il y a et pour aborder l'approche de profilage d'un athlète et ensuite sa préparation pour un certain sport. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de penser aux potentielles limites de ce modèle que tu utilises ou est-ce qu'il y a peut-être certains aspects qui de par ton expérience jusqu'ici, demande à être développé un petit peu plus ou que tu souhaiterais développer un petit peu plus dans les années à venir? Alors, il y a un truc, en fait, alors, j'allais dire, tout le monde maîtrise. Non, pas tout le monde maîtrise les aspects biomécaniques et métaboliques, loin de là, sinon on ne ferait pas des formations sur ça, sinon tu ne ferais pas des formations sur ça. Mais c'est quelque chose qui est, on va dire, plus courant, on va dire comme ça. Mmh. Par contre, à l'heure actuelle, il y a très peu de travaux sur l'exposition à l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est les stresseurs. Et en fait, je pense qu'une grosse partie, alors je ne sais pas si on peut dire de la recherche, mais du moins la pratique est tout le temps en avance sur la recherche, à 5-10 ans d'avance. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir avoir cette manipulation, aller vers cette manipulation de la sphère environnementale pour pouvoir nettement améliorer justement la performance sportive et avant tout parce que on a
une exposition sur notre environnement, mais l'environnement s'expose aussi sur nous. Et ça, c'est fondamental. Et on peut avoir tout l'aspect métabolique et biomécanique qu'on veut. Si l'environnement est trop stressant, on va le dire comme ça, ben, les deux sphères, elles explosent. D'accord? Un truc bateau. Je ne sais pas. Ah ouais. Il y a un sportif, c'est sorti tout récemment, il y a un sportif qui veut aller se détendre la veille d'une compétition, il va boire 2-3 bières avec un pote. Bah, on le sait, le lendemain, il y a 5 à 10% de chute sur les paramètres cardiovasculaires, par exemple sur la VO2, etc. Bah, c'est dire toute la puissance de l'environnement qu'il y a sur l'influence de la biomécanique et de l'aspect métabolique. Et du coup, je pense qu'un des gros aspects de ce modèle-là, ça va être justement d'aller faire, alors ça va être peut-être des essais et des erreurs, hein, mais ça va être justement d'aller nettement explorer cette sphère environnementale, parce que je pense que c'est celle qui va, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être orgueilleux de dire ça, mais c'est celle qui va peut-être faire passer un cap sur les performances dans la prochaine décennie ou les 20 prochaines années, tu vois. Parce que tout le monde explore bioméca et métabolisme, mais peu explore l'environnement, tu vois. Et je pense que c'est une des grosses clés qui est très, très largement sous-estimée. Ça me fait penser, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Matt Fraser, qui décrit en gros ses 364 jours après qu'il ait fini les games pour se préparer pour les games suivants, et où il dit qu'il déteste voyager, il déteste avoir des interviews, il déteste toutes ces choses-là parce que ça l'empêche de s'accomplir dans sa routine. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire, et toutes les distractions, en fait, c'est des choses qui viennent entraver ses progrès au niveau de son entraînement en vue de ses performances. Et donc, il manipule son environnement au mieux pour minimiser les jours de déplacement et pour maximiser ses temps de récupération et son potentiel de développement au niveau de ses entraînements. Ouais, je vois tout à fait l'interview dont tu parles. Et alors, tu vois, ça, c'est. Alors, Matt, tu vois, il est brillant, d'accord? Froning est brillant, Matt Fraser est brillant. Ils sont tous les deux brillants, sauf qu'ils n'ont jamais donné leur clé. Et pourquoi ils sont brillants? Parce que Froning a la meilleure équipe au monde. Donc, ce qu'il fait, c'est que ça marche. Et Matt Fraser a les meilleurs athlètes du monde à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il fait, c'est que ça marche. Par contre, il y a une chose qui est dangereuse avec son discours, c'est que Matt Fraser, il contrôle son environnement ici. Mais si le jour de la compétition, l'environnement n'est pas contrôlé et qu'il y a pour X raison, il y a quelque chose qui sort de ça, il faut qu'il ait pensé à justement avoir eu une manipulation de cet environnement pour pouvoir que si le jour J, ça ne se passe pas comme prévu, bah, il ait quand même suffisamment de ressources pour y répondre. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait inclure ce type de préparation sans que ce soit juste les aléas du quotidien? Parce que, comme tu le dis, on doit être prêt à toutes les éventualités. En compétition, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas de notre ressort, et on doit simplement faire avec. Donc, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre contrôler ton environnement en préparation pour les compétitions, mais ensuite également être prêt pour des changements d'environnement dans un contexte compétitif? Bon, je ne vais pas tout dire, mais par exemple, chez les combattants, alors ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais je fais mal. Je reproduis j'entraîne la douleur. Pourquoi? Neurologiquement, on sait que la douleur entraîne une inhibition. Si pour X raison, à chaque fois qu'ils ont mal, il y a des inhibitions ou que l'athlète ne tolère pas, c'est compliqué pour un combattant. Donc, à un moment donné, on va devoir aller rechercher ces processus douloureux et les diluer dans l'entraînement pour qu'ils fassent en sorte de pouvoir combattre à leur potentiel maximum malgré la douleur. Alors oui,
vous allez me dire, oh, c'est dur ce que Fred il dit, blablabla, mais en même temps, c'est la réalité du combat. Et à un certain niveau, quand on fait un sport de combat, il n'y a pas forcément de la santé. Attention, douleur, ça ne veut pas dire faire mal, hein. Blessé, pardon. Ça veut dire créer un processus douloureux qui a le potentiel d'inhiber momentanément la personne. Et l'objectif de l'entraînement, c'est qu'il ait suffisamment de rétention pour pouvoir gérer une pseudo-inhibition qui pourrait arriver et qui n'arrivera pas parce qu'il est suffisamment capable, que ce soit au niveau cortical ou au niveau corporel, de tolérer cette douleur. Après, par exemple, ça peut être des trucs bateaux, mais par exemple, tu arrives à un crossfitter, par exemple. Ok, il va faire un entraînement une fois le matin, un entraînement une fois le midi, un entraînement une fois le soir. Pourquoi? Les variations hormonales, déjà, elles sont différentes au cours de la journée. Peut-être qu'à la compétition, ils vont leur faire une surprise, ils vont avoir un entraînement à 6 heures du matin. Et si le mec, il n'a jamais l'habitude de s'entraîner à 6 heures du matin, pareil, ça risque à influencer sa compétition. Parfois, ça peut être aussi ça peut être dangereux, il ne faut pas le faire à différentes périodes, mais ça peut être de manipuler les heures de sommeil. Mmh. Pourquoi? Parce que si la veille d'une compétition, tu es stressé, tu ne dors pas, ça va impacter aussi indirectement ta performance. Ça, en fait, c'est de remettre un stresseur qui va pouvoir, que l'athlète va pouvoir, auquel l'athlète va pouvoir être exposé, et derrière, il va progressivement s'habituer pour que son corps le tolère tout simplement. Mais ça peut être, par exemple, un truc tout con, si on le fait d'un point de vue un peu plus biologie centré. Ok, c'est quoi l'une des plus grosses contraintes que l'on peut avoir au niveau du corps? Par exemple, si on parle de contraction, ça sera l'excentrique rapide. Donc, on pourrait mettre, ok, l'excentrique rapide, ça sera mon stresseur du jour, et je vais voir comment mon sportif tolère cet excentrique rapide. Je vais régulièrement l'exposer sur des phases, sur des cycles, ça ne veut pas dire faire ça toute l'année parce que c'est dangereux, mais après une phase de préparation, je vais l'exposer à une contraction, par exemple, d'excentrique rapide, pour que derrière, son corps puisse justement l'accepter. Et tu connais, par exemple, la technique André Needing? Non, ça ne me dit rien comme ça. Si la puncture sèche, ils mettent des aiguilles dans des triggers pour avoir certains effets au niveau, par exemple, végétatif ou même de la qualité collagénique, etc. Okay. C'est quelque chose qui est pas agréable, voire qui fait mal, parce que quand c'est bien fait, on a une réponse qu'on appelle un twitch. Oui. Et c'est une énorme contraction. En gros, c'est une contraction, si tu veux, un peu réflexe comme ça, qui donne de bonnes courbatures. Souvent, ça crée même une inhibition. Par exemple, ça m'arrive, là, je ne l'ai pas fait récemment, mais par exemple, j'avais une judokate l'année dernière qui avait un croisé. Je vais lui faire du dry sur son veste interne et derrière, par exemple, je vais lui demander des squats, par exemple. Et du coup, on va alterner dry et squat, par exemple. Et du coup, ça permet justement à la personne, par exemple, ok, je sais que Fred va m'en faire baver avec ses aiguilles. Il va y avoir même une sensibilisation centrale de son système nerveux. Et derrière, il va falloir que la personne, elle aille squatter sur ça. Alors, au début, c'est presque impossible. Et petit à petit, la personne, elle y arrive. Et derrière, ok, le squat, ça devient facile. À ce stresseur-là, je vais demander une contrainte un peu plus importante. Et en faisant ça, en le diluant au fur et à mesure, en général, les gars, ils commencent à être très, très, très solides. Ouais, pour revenir sur le sujet de la douleur, ça, c'est quelque chose que j'avais lu dans le bouquin de Alex Hutchinson qui s'appelle Endure, où il passe en revue toute la littérature et également le côté pratique aussi en parlant à des athlètes, à des coachs au niveau des sports d'endurance. Et c'est vrai que la tolérance à la douleur des athlètes de sport d'endurance, elle est considérable.
du fait simplement de passer beaucoup de temps dans des situations très inconfortables. Eh ben, ils ont une meilleure tolérance à la douleur, ils ont une meilleure capacité cognitive dans la douleur également. Parce que, et ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, mais qui était très intéressant. Et d'après ce que je comprends, c'est une dimension de la préparation physique qui est en développement à l'heure actuelle. C'est justement ces tests de plus axés cognitifs dans des situations de stress intense, comme tu les décris, qui vont te… Parce qu'à un moment donné, en tout cas dans la plupart des sports, tu as des décisions à prendre. Ce n'est pas que du débit, que pousser des watts, que fournir un effort. Tu as des décisions à prendre. Et si je reviens à Matt Fraser parce qu'il parlait de faire des maths dans sa tête quand il était dans le dur sur le rameur. Tu vois, et donc d'améliorer ou de conditionner ta prise de décision dans des situations de stress intense pour que quand tu es en compétition et tu dois prendre une décision d'une seconde à l'autre sur quoi faire, quoi pas faire, est-ce que je pousse, est-ce que je me retiens un petit peu, eh ben, tu as les clés pour le faire, quoi. Tu l'as déjà fait auparavant. Tout à fait. Et après, par contre, c'est encore un peu différent, je pense. Là, on va dire, c'est vraiment l'aspect cognitif, si tu veux. On voit beaucoup là ces temps-ci, notamment il y a Riner qui avait fait une partie de sa prépa sur ça, mais sur tout ce qui est, on va dire, coordination œil-main, ce genre de choses. Mais en fait, souvent, ce que je reproche, c'est que les gars, ils sont frais quand ils font ça. Et le truc, c'est que tu es en demi-finale des Jeux Olympiques, tu n'es pas frais. Et en fait, la manipulation de l'environnement, c'est pas que cet aspect cognitif, c'est faire en sorte que la personne ne soit pas inhibée par les stresseurs qui va réellement rencontrer le jour J. Mmh. Et, et c'est un tout autre niveau. Je ne sais pas comment le décrire parce que, bien sûr, je l'ai testé sur moi, mais c'est tu vis pas la chose de la même façon. Au début, tu as l'air con, en fait. Tu as l'impression que ton corps, tu le maîtrises pas. Et, c'est vraiment frustrant. Et du coup, bah, ok. Alors moi, c'est ce genre de truc, ça m'énerve. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'essayer, tu vois. Mmh. Et le fait de le faire, c'est vraiment cette exposition à ça qui fait que oui, ok, il y a l'aspect cognitif, mais comment est-ce que tu as fait ton aspect cognitif? Est-ce que tu l'as réellement fait dans les conditions de stress sur lesquelles c'est applicable? Mais par contre, le point, enfin, s'il y en a qui veulent s'amuser à ça, faites-le avec déjà parcimonie, dilué, parce que c'est quelque chose qui est dangereux. Et il faut l'avoir à l'esprit. C'est dangereux. Et la deuxième chose, il ne faut pas faire ça toute l'année, parce que le stress, notamment, augmente l'hormone du cortisol, par exemple, qui a des effets quand même assez pourris sur le corps. Pas que, mais en partie, parfois, il peut être réutilisé en substrat, mais et ça reste quand même intense et on a des réactions hormonales importantes. Du coup, c'est bien à cycler, à manager sur une saison. Il ne faut pas faire un stresseur sur 9 mois dans l'année. Sinon, le sportif ne va pas le tolérer. Est-ce que tu allies à tous ces aspects sensoriels, est-ce que tu allies aussi un aspect de visualisation, de préparation mentale qui permet à l'athlète de vivre peut-être certaines de ces situations de manière répétée sans nécessairement devoir toujours s'exposer au stresseur en question? Oui, c'est tout à fait ce que je fais avec les nageuses en ce moment. On l'a fait, pareil, c'est par bloc, mais on l'a fait tout le mois de mars. Tout le mois de mars, et là, ils l'ont fait tout le mois de juin avant les championnats de France, où en gros, à la fin des prépas, souvent je coupe la prépa un quart d'heure avant et je les conditionne sur ça. Elles s'allongent et puis d'abord, je fais une régulation du système nerveux parasympathique essentiellement avec les tempos respiratoires, certaines apnées, cohérence cardiaque, peu importe. Puis, je fais un conditionnement, si tu veux, mental. Et derrière, elles ont des situations bien précises en termes de visualisation. C'est-à-dire que je pose un cadre
Et dans ce cadre de visualisation, en fait, j'ai plusieurs tips, mais en gros, par exemple, elles ont un tableau noir, comme les tableaux sur lesquels on peut écrire. Et dans ce tableau noir, on pose le contexte. Le contexte peut être tout beau, tout rose, ou à l'inverse. Et en fonction de ce qui se passe, ben, elle s'ajuste de manière en visualisation. Pareil, on peut faire des focus sur OK, qu'est-ce que ça peut faire émotionnellement quand elle loupe à chaque fois la même technique. Et du coup, je les réexpose à ça. Et derrière, OK, vous êtes exposé à ça. Maintenant, vous trouvez une solution. Et petit à petit. Donc là, on parle d'athlètes qui sont déjà à un niveau avancé avec ces différentes approches, dans le sens où oui. ce n'est pas la première fois que tu le fais. Si quelqu'un est intéressé par ce type d'approche, où est-ce que quelqu'un devrait commencer avec ce processus de visualisation? C'est quoi le plus simple, le b.a.-ba? Parce que bien sûr, on veut toujours commencer avec les fondamentaux avant d'aller dans du très, très compliqué et spécifique. Le plus simple, c'est de poser… en fait, le plus simple, la toute base, c'est d'arriver à ne rien penser, déjà. Ça, c'est la toute base. Et en fait, c'est ce qu'on avait fait. Bon, j'ai la chance, je les suis d'année en année. Du coup, j'ai très peu de récurrence de préparation à faire, sauf pour quelques nouvelles. Mais en gros, il y a 3 ans, qu'est-ce qu'elles devaient faire? Elles avaient leur écran noir. Et dans cet écran noir, je plaçais un cercle blanc. Et dans ce cercle blanc, elles venaient remplir, en fait, elles y jettent tout. Les pensées, qu'elles soient positives, négatives, elles jettent dans ce cercle. Et globalement, ton cercle, de plus en plus, il prend la place du tableau noir jusqu'à avoir un tableau blanc complet. Et il faut déjà maîtriser cet aspect-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de placer les focus mentaux dessus. Et c'est pour avoir en fait le moins de brouillard possible. Et parce que ce brouillard, en fait, il peut vraiment occulter vraiment la liaison, si tu veux, sur l'aspect neuronal. C'est-à-dire que si on veut avoir les mêmes neurones qui travaillent par rapport, en fait, je ne sais pas comment le dire en français, simplement, c'est en gros, l'objectif de cet exercice-là, ça va être de stimuler le même circuit qui se passe pendant l'activité. Du coup, il faut le moins de brouillard possible parce que s'il y a trop de brouillard, il va y avoir, au lieu d'avoir un circuit classique, tu auras des circuits dans tous les sens. Et nous, on veut avoir une reproductibilité par rapport à l'activité pratiquée. Et du coup, cette base-là, c'est d'arriver à avoir un tableau le plus blanc possible. Et une fois qu'on maîtrise cette notion de tableau blanc, après ça c'est ma façon, je ne sais pas s'il y en a qui bossent d'autres façons, mais moi c'est cette façon-là dont je l'aborde. Sur ce tableau blanc, on va y greffer la situation parfaite. Et du coup, elles doivent maîtriser la situation parfaite, c'est-à-dire comment ça se passerait à la perfection le jour J avec l'environnement du jour J, le public, les adversaires, les collègues, l'entraîneur, les parents, etc. Ouais, ça me fait penser à l'idée du bruit et du signal de Derek Hansen quand il parle d'entraînement et de sprint et de stimuler en fait que tu appliques au corps. Tu veux le minimum de bruit possible pour avoir le signal qui résonne le mieux et qui va te donner exactement ce que tu veux. Et c'est ce que tu dis là, tu veux éliminer au maximum le bruit pour que le signal soit très, très puissant et qu'il puisse être aussi précis que tu le veuilles. C'est ça. En fait, c'est simple, si vous travaillez avec des athlètes et que vous faites de la visualisation, mais que vous avez un bruit, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a trop de perturbations au niveau cortical qui va faire que, en fait, il ne va pas y avoir de transfert. Nous, on veut d'abord éliminer le bruit et du coup, ça s'entraîne d'abord. Il faut être capable de switcher allez, en 1 minute, maintenant, elles sont capables de switcher, je le vois aux yeux. Quand on n'a plus rien, en général, les mouvements oculaires, ils diminuent. Et de toute façon, quand je vois c'est marrant, hein, on le voit, elles switchent d'un coup, souvent les yeux, ils ne bougent quasiment plus. Je les mets en visualisation et tu as les mouvements oculaires sous les paupières qui fonctionnent. Donc, je sais qu'elles font le taf. Je leur ai dit la dernière fois, elle fait « Ah, tu ne me l'as jamais dit !»
Pour, euh, pour ceux peut-être qui doutent encore un petit peu de l'utilité de ce genre d'approche, est-ce que tu peux partager tes propres expériences et celles de certains de tes athlètes ou certaines de tes athlètes aussi sur l'effet de ce genre de travail sur la compétition, simplement sur la performance dans leur sport? Ok. J'ai déjà recommencé sur les prémices. Comment j'ai connu ça? En fait, j'étais au Pôle Espoir à Toulouse encore, hein. Et en fait, c'est le travail en parallèle de deux personnes, si tu veux. J'avais, ça a été long, de ma vie d'athlète. Euh, Si tu veux, j'étais très, très fort en entraînement, un peu moins en compétition. D'accord? C'est pour ça que j'ai beaucoup recherché sur cette sphère environnementale parce que, parce que tout simplement, je pouvais battre à peu près n'importe qui en entraînement. J'ai pris plusieurs fois le champion olympique, par exemple, Ono, où on s'est mis des énormes bastons. J'ai pris l'allemand également, que je gagne, par exemple, en test match, alors qu'il est champion du monde en, en titre. Et pourtant, arrivé en compétition, ça ne se concrétisait pas. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça ne se concrétise pas, c'est qu'il y a un problème de gestion du jour de la compétition. Du coup, en fait, j'ai vu des préparateurs mentaux et justement, j'en ai vu 3 ou 4 différents dans ma carrière. Et il s'avère qu'il y en a plein qui ne m'ont pas convenu. Et en fait, tous ceux que j'ai vus n'ont pas vraiment convenu, mais par contre, j'ai pris un peu de chacun. Et il y en a un où on a travaillé, par exemple, sur le point de vue. Un autre, on a travaillé, par exemple, sur cet effet parasympathique. Et petit à petit, je prenais, de toute façon, quand on bosse avec quelqu'un, on prend toujours ce que nous, on a besoin, ce qu'on ressent qui nous aide. Quand vous allez chez un préparateur mental, ça ne va pas changer votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail pour vous, ça ne changera que dalle. C'est à partir du moment où la personne est capable de manipuler des petites choses chez vous que petit à petit, ça va prendre en forme. Mais du coup, c'était la première étape, c'était ça. Et la deuxième étape, par rapport à la visualisation, c'était Romain Bacha. Romain Bacha, c'était un élève, mon professeur de judo, mais qui était un peu plus âgé que moi, pareil, qui était un très très bon judoka et qui faisait Master Steps, et notamment une partie de ses travaux, c'était sur la visualisation. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est simple, au Pôle Espoir, il nous a divisé en deux, un groupe visualisation et un groupe sans visualisation. J'ai eu la chance d'être dans le groupe visualisation et il a fait plein de data. Et par exemple, on faisait une thématique spécifique en judo, ce qu'on appelle les kakari gaiko, où en gros, c'est du travail à thème, travail technique à thème, où on peut mettre des variables de vitesse, des variables de technique, etc. Et il a fait un format type, si tu veux, sur lequel il a fait, on avait un enchaînement à faire qui durait un certain temps, et il comparait les délais de temps entre ceux qui faisaient la visualisation avant de faire ce Kakari Geiko versus les autres qui ne faisaient pas de visualisation. Et après, il nous avait fait le récapitulatif à la fin de l'année globale, parce qu'il nous a fait un suivi sur une saison, et il a fait le récapitulatif, et il s'avère que les timings sont nettement diminués dès que l'on pratique la visualisation. Et après, pour l'aspect bruit, si tu veux, c'est mes recherches que j'ai fait pour mes nageuses, parce que je bosse beaucoup pour elles. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer mes compétences, tout simplement. Et c'est là où j'ai compris que par rapport à comment fonctionne un petit peu le cortex, c'est que on veut qu'il y ait un aspect mimétique qui arrive le plus possible par rapport à ce que la personne visualise. Et du coup, j'ai un petit peu scindé tout ça et c'est ce qui a donné ça. Et par exemple, si à des périodes de l'année, par exemple, avec les nageuses, elles visualisent, elles vont dans l'eau, elles font leur mouvement. Et bien, on voit nettement, alors ça c'est purement subjectif, on voit nettement qu'il y a beaucoup moins d'erreurs techniques, par exemple. Quand je faisais de l'haltérophilie,
Par exemple, je connaissais à peu près, je savais que j'avais besoin d'avoir sur le snatch la sensation du deuxième tirage pour que j'ai vraiment la performance escomptée. Et si je me l'imaginais, c'est comme si mon cerveau détectait plus vite ou plus facilement, je ne sais pas comment dire, au moment où la barre elle arrive sur la partie supérieure des cuisses. C'est comme si j'avais une meilleure sensation, un meilleur feedback pour pouvoir faire mon deuxième tirage. Donc, c'est à peu près comme ça que je l'expérimente. Ouais, ça fait au grand minimum, ça fait des répétitions en plus, quoi. Des répétitions en plus sans la contrainte Mécanique. physique, mécanique, et ça fait que tu peux le peaufiner en fait ad nauseam si nécessaire dans ton propre petit. C'est un peu comme dans la matrice. Quand il apprend à combattre, c'est un petit peu ça. C'est tu crées tout ton environnement qui va être propice à ton développement et tu vas travailler la qualité que tu veux. Et si tu fais bien ton boulot, tu vas vraiment pouvoir peaufiner les choses, entre guillemets, sans nécessairement devoir t'entraîner à côté, quoi. Ou en tout cas, pas Oui, tout autant à fait. que. Ouais. Tout à fait. Alors, par contre, il ne faut pas tomber dans l'autre débat. Je fais que de la visualisation, je ne m'entraîne pas, c'est bon. Hein. Non, mais parce qu'il y en a aussi qui font ça, mais ça ne marche pas non plus comme ça. En fait, c'est pour bonifier les connexions, si tu veux, que Ouais. tu as acquises au cours de tes entraînements. Mhm. Et on parle d'automatisme, on parle de ça. Bien sûr, ça augmente, mais tu vois, il y a par exemple, en kiné, on sait que si tu visualises, par exemple, le mouvement ou le muscle qui est contracté et que tu es immobilisé, il y aura un peu moins de perte d'hypertrophie. Il y en aura toujours, mais il y en Mhm. aura moins que si tu n'as pas fait de visualisation, par exemple. Mhm. Une autre chose, euh, tu vois, par exemple, ça fait plus ou moins 4 années maintenant que je fais quasiment plus de judo. Euh, après, ceux qui me connaissent, ils disent que je suis taré, mais bon. Et régulièrement, ça m'arrive je me pose et je me vois en train de faire des techniques tu vois, quand je refais judo, c'est pas comme si j'ai pas autant les réflexes qu'avant, mais ça se perd pas comme ça, tu vois. Ouais. Et je pense que ça aide aussi. Ouais. J'ai pas des automatismes comme si je m'entraînais 2 fois par jour comme avant, mais c'est un peu comme si c'était de l'inné, tu vois. Et je pense que ça y participe aussi, quoi. Tu penses que ça peut être intéressant comme approche en période de blessure, par exemple, quand il y a certains mouvements ou certains exercices que tu ne peux pas faire, d'avoir une certaine rétention, même juste au niveau neuronal, avec ce genre de pratique? Oui, c'est sûr, certain. Mhm. Oui, bien sûr. On le sait que ça fonctionne déjà. C'est un peu, après c'est dérivé, mais sur l'aspect mirroring qu'on peut avoir chez les hémiplégiques, les AVC Mhm. ou maintenant dans leur entraînement sportif. Ça fonctionne sur l'hypertrophie. Euh, Ça fonctionne même ça limite les pertes de force. Donc c'est qu'au niveau de la connectique, ça fonctionne, tu vois. Mhm. Donc oui, je pense que c'est un point essentiel à partir du moment où tu as expliqué à la personne qu'il faut le moins de bruit possible. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu sous-estimé, un petit peu comme toi, avec la zone 2 qu'on n'en fait pas assez, par exemple. Ça contrebalance aussi. On a tendance à être dans un monde très stimulant sur le système nerveux sympathique. Mhm. Et tu vas quand même avoir, avec ces temps-là, une dominante sur le système nerveux parasympathique. Et c'est toujours cet aspect yin-yang qui est intéressant, quoi. Mhm. Ouais. Je voulais partir dans une autre direction pendant un petit moment, Fred. Je voulais parler de toi en tant que coach, en tant que formateur, en tant que professionnel dans le domaine dans lequel on évolue. Comment est-ce que avec toutes tes différentes activités, comment est-ce que tu organises une semaine? Comment est-ce que tu optimises ton temps? Comment est-ce que tu fais en sorte d'être le plus productif possible ou aussi productif que tu le souhaites, en tout cas, avec toutes ces tâches que tu dois accomplir chaque jour ou chaque semaine? C'est compliqué. Je crois que c'est encore compliqué dans ma tête. Tu vois, cette semaine, j'ai eu un gros coup de mou. Ça faisait très, très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais je pense que mon corps m'a dit un peu stop. Du coup, par exemple, mercredi et jeudi matin,
J'ai annulé les patients et je suis parti dormir. Il me faisait X temps que ça ne m'était pas arrivé. Et du coup, je pense que après, c'est mon 15e jour à 7 sur 7 parce que je donnais formation à Nîmes le week-end dernier. Comment j'organise? Ça dépend si j'ai des formations ou pas, mais globalement, à partir du mois d'août, ça va changer avec l'arrivée de ma fille. Par exemple, à partir du mois d'août, globalement, je serai au cabinet du lundi au jeudi. Le vendredi sera dédié à Praxio Consulting, surtout les 2 tiers de la journée. Et comme ça, le tiers suivant, je vais profiter de ma fille. Parce que c'est important aussi, comme elle arrive, il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre Mélanie et ma fille qui arrive. Du coup, il va falloir que j'essaye de m'organiser comme ça. C'est pour ça que j'ai retiré une journée pour pouvoir dédier et développer, parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui arrivent sur Praxio, là, donc développer d'autres choses avec Praxio Consulting. Et parallèlement à ça, à part cette semaine, je l'avoue, où j'ai fait, je me suis pas encore, ça dépend, mais j'ai fait que 3 entraînements pour l'instant. Mais j'essaye de m'entraîner. Alors, mes collègues diront que ça dure 3 heures, mais au minimum 2 heures par jour, j'essaye. Sachant que je pense, avec l'arrivée de ma fille, je sais pas, c'est un peu le flou, mais je vais essayer. Après, entre ce qu'on pense faire et ce qui va se faire réellement, je pourrais te dire si on fait des échanges plus tard, mais je vais essayer de faire entre 1 heure et 1 heure et demie d'entraînement au moins tous les jours ou tous les 2 jours si possible, pour pouvoir tout simplement, parce que ça me fait plaisir de bouger et ça me fait du bien. C'est quelque chose qui est essentiel à ma santé mentale. Et au-delà de la santé physique, c'est quelque chose à mon équilibre. Et c'est quelque chose où j'ai toujours fait en sorte d'organiser mon emploi du temps. Et après, sur la semaine, je dilue les coachings, enfin les suivis à distance, où je réponds aux messages, aux mails, etc. Et également le week-end, en général, ça dépend des périodes, parce que par exemple, la semaine prochaine, non, la première semaine de juillet, je la pose en off complet, mais c'est juste pour sortir une nouvelle formation, faire les films, etc. Mais autrement, parfois, ça m'arrive, soit je tourne des films le week-end, soit je lis des études, ce genre de choses, mais j'essaie de le faire sur un temps, j'essaie de plus en plus limiter et d'aller un peu plus à l'essentiel. Donc, globalement, j'essaye de me limiter à 2-3 heures le samedi et le dimanche pour avoir du temps pour Mélanie, ma famille, mes amis, etc. Voilà à peu près. Est-ce que tu te vois potentiellement changer un peu la nature de tes entraînements, l'intensité de tes entraînements, ta charge de travail avec ta fille qui arrive, le manque de sommeil qui va peut-être en découler? Je ne te le souhaite pas, mais c'est toujours une variante qui, en général, se manifeste, sauf si tu as la chance et ton bébé dort tout de suite. Mais voilà, on touche du bois pour que ça se passe, mais ce n'est pas toujours le cas. Comment est-ce que voilà, on parlait de se préparer pour des éventualités, des choses qu'on ne peut pas voir venir. Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là, de ton côté? Je t'avoue, c'est un peu l'inconnu. Tout le monde me dit que ça ne va pas être possible, que je m'entraîne, etc. D'un côté, je me dis ça va être dur. D'un autre côté, j'ai envie de leur dire ok, je vais le faire quand même. Je vais essayer de te montrer que c'est possible. Il y en a plein en médecine qui me disaient que je ne pourrais plus m'entraîner. Je m'entraînais 4 fois par semaine. Donc, je pense, c'est sûr que je ne pourrais pas maintenir le volume actuel. Par exemple, j'ai dit à Calif que j'arrêtais chez eux. J'avais plusieurs formations. Je leur ai dit que je maintenais uniquement Shoulder 2.0, que j'arrêtais totalement KPS. Et je limite à par exemple 3 shoulders dans l'année. Donc, ça me fait 6 dates. Donc, déjà, ça me fait une tous les 2 mois, globalement. Ou ça dépend en général de janvier à juin et de septembre à décembre. Donc, déjà, c'est sur 10 mois et pas sur 12 mois. Et sur lesquels donc j'aurai 6 dates de formation. Je pense que je vais mettre 2 ou 3 semaines sur Athletic Move et après des petits one-shot à droite à gauche, mais pas plus. Et je vais diminuer à 34 heures, autour entre 33 et 35 heures au cabinet. Je vais faire
pense, entre 6 et 8 heures sur Praxéo. Et le reste, je vais l'accorder à ma fille, à Mélanie, à ma famille et mes amis, quoi. Donc, je vais faire ça. Et d'un point de vue entraînement, je pense que alors, je suis diplômé, je suis certifié Strong First. Chez Strong First, ils ont une approche assez minimaliste que moi, j'ai du mal. Eh ben, je vais me forcer à aller sur ça parce que moi, j'aime bien faire de longues séances. Ça ne me pose pas de problème. En fait, ça me coupe vraiment du quotidien. C'est-à-dire, quand je suis dans ma séance, j'oublie tout le reste et ça me fait vraiment, en fait, si tu veux, c'est mon temps pour moi. Mais je pense que je vais aller, pas forcément vouloir faire de gains, tu vois, mais au moins avoir une maintenance ou perdre le moins possible en attendant que ma fille grandisse et qu'elle évolue et qu'elle puisse être plus autonome, on va dire. Et je vais essayer de tabler sur ça et puis j'ajusterai au moment. Quelle serait ton organisation de semaine optimale ou idéale dans 1 an, dans 2 ans? Où est-ce que tu te vois évoluer avec ta pratique, l'équilibre entre le cabinet, les formations et toutes les autres activités que tu as également? C'est une question que je t'avoue, je me pose tous les jours. Euh, c'est compliqué, je trouve, à l'heure actuelle de se projeter. Euh, le Covid y est pour beaucoup. Hmm. La situation mondiale aussi, je pense. On ne va pas parler de ça parce que c'est ni le lieu ni le moment, mais ça impacte beaucoup, je pense, la décision future de beaucoup de personnes. Euh, donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais d'un autre côté, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Euh, dans l'idéal, j'aimerais conserver uniquement, en fait, si tu veux, les patients avec qui j'ai envie de bosser. Hmm. Pour que ça me fasse plaisir. C'est pas que ça me fait. J'adore mon métier, mais on a forcément des affinités avec des personnes un peu plus, ou alors des cas qui nous intéressent plus que d'autres, ce genre de choses. Et du coup, me limiter à 2 jours dans la semaine sur ça, avoir vraiment un jour off complet, mais où je touche pas, je n'ouvre pas mon ordi, je fais rien, je n'ouvre pas mes messages. Euh, sur laquelle où je profiterai vraiment pleinement de ma famille et de mes amis et avoir, je pense, 2 jours dédiés à Praxio Consulting. Je pense sur quelque chose comme ça, j'aimerais, ça me plairait bien, ou un truc du style ouais, 4-5 jours vraiment de boulot, 4 jours de boulot, 3 jours off, c'est quelque chose qui me dirait bien si financièrement, bien sûr, c'est possible. Puis là où c'est flou aussi, c'est que une grosse partie, mais toi y compris, on dépend quand même des réseaux sociaux, en partie, hein, il ne faut pas se le cacher. Hop, désolé, c'est la batterie qui commence à faiblir. On dépend en partie des réseaux sociaux. Et j'en discutais déjà avec des potes là. Il y a, par exemple, toi, tu es sur TikTok ou pas? Ouais. Ok, j'adhère pas. À TikTok, c'est très très compliqué d'un point de vue conceptuel pour moi, le Hmm. type de contenu qu'on pourrait proposer, parce que la population est différente. Certes, ça sera les adultes de demain, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis bloqué sur ça et pour l'instant, je n'ai pas TikTok de toute façon. Euh, on dépend des réseaux sociaux, oui. Il y a de plus en plus de monde qui ouvre les contenus en ligne, hein, ce qui est normal, puisque à l'heure actuelle, il y a la technologie, elle avance et les personnes qui ouvrent les formations, justement, souvent, ils commencent avec la vingtaine et ils ont été beaucoup plus exposés à ça que nous immédiatement. Du coup, il faut déjà aussi sans cesse se renouveler, essayer de conserver la niche dans laquelle on est. Et du coup, il y a aussi cet effet incertain par rapport à ça. Et parce qu'il ne faut pas non plus qu'on transgresse nos valeurs que l'on a par rapport à cet outil et par rapport au contenu que l'on veut proposer.
il y a de plus en plus, alors il n'y a rien de méchant contre eux, mais il y a de plus en plus de contenu en ligne. Mais les gars, je sais que là, on m'a déjà fait ce reproche, et je suis encore jeune. Là, je ne veux rien dire, mais entre 20 ans et 25 ans, et 25 ans et 30 ans, il y a une expérience qui s'acquiert. Cette expérience, elle se transmet aussi dans nos formations. Et à 20 ans, on ne peut pas parler d'expérience. Et en fait, parce qu'on n'a pas encore fait tout simplement à 20 ans des essais et des erreurs, tout simplement. Et c'est ces essais et ces erreurs qui nous font aussi progresser et augmenter nos compétences. Et parfois, les acheteurs, du coup, qui achètent ce contenu, n'ont pas conscience de ça. Parce que, bien sûr, qu'ils font du très bon boulot en termes de marketing, souvent, en termes de visuel, ce genre de choses. Et, mais par contre, ce qu'ils ne peuvent pas transmettre, c'est l'expérience. Et parfois, je râle, et Mélanie, elle rigole avec ça, parce que je vois des trucs qui m'horripilent. Alors, c'est bien pour eux parce que certainement, s'ils le font, c'est que ça marche ou pas, on ne sait pas. Mais ça peut avoir un potentiel effet iatrogène. Et cet effet iatrogène, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent, mais notre contenu a un impact important sur nos auditeurs et sur la pratique qu'on va, alors, soit qu'on va enseigner, donc on va transmettre à d'autres pratiquants, ou d'autres enseignants, on va dire, mais aussi à ceux qui vont, les acheteurs qui n'y entendent rien et qui nous font confiance. Du coup, c'est pour ça que cette question que tu m'as posée, elle est incertaine. C'est parce que finalement, il va falloir arriver à créer du contenu sans être préjudiciable par rapport à nos valeurs, par rapport à l'ensemble des contenus qui va se faire où ils vont vendre ça 20 balles et en fait les acheteurs vont croire que c'est le Saint Graal alors que ça ne l'est pas et qui vont être et du coup forcément ça va aussi se répercuter sur nos ventes à nous. Il ne faut pas se leurrer non plus. Si demain il y a X qui sort une formation qui a fait 3 formations sur l'aspect métabolique de Sean et qui fait une pauvre retranscription, ça risque d'arriver, déjà, ça va niveler la formation vers le bas, et c'est ce qu'on ne veut pas. Et donc, ça nivelle vers le bas, ça c'est le premier point, ça te dessert. Parce que souvent, ils retranscrivent pas d'où ils ont appris ça. Et du coup, si tu veux, au lieu d'avoir un effet positif qui va augmenter la compétence de chacun, c'est surtout qu'il va y avoir un nivellement vers le bas. Parce que apprendre de quelqu'un qui en sait moins et qui croit savoir et qui fait plein de transmissions d'erreurs, les autres vont apprendre de lui. Eux, ils vont se dire, ils grandissent dans ça, ils vont donner d'autres formations. C'est un nivellement en fait qui va se faire vers le bas. Et c'est ça la dangerosité. Et je réfléchis beaucoup autour de ça parce que l'objectif que j'essaie de transcrire dans mes formations, c'est quelque chose que, certes, la science va évoluer, mais c'est d'essayer d'avoir une transmission de savoir sur lesquels, OK, je peux à peu près dire que je ne me plante pas pour les 10 ou 20 prochaines années. Parce que j'essaie de m'appuyer sur des choses qui sont un petit peu immuables, par exemple sur la biologie, sur certaines choses. Et OK, il y a des variables, on se remet à jour, mais il faut avoir cet esprit-là. Et justement, il y en a certains qui occultent ça et qui jouent sur ça, tu vois. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est important à réfléchir. Je pense il faut absolument y réfléchir et y penser. Moi, ça m'encourage, ce que tu dis là, ça me motive et ça m'encourage à aller encore plus loin dans mes recherches pour, quand j'essaie de créer du contenu et des formations, d'être encore plus pointilleux, d'être à la croisée des chemins entre la littérature scientifique, la pratique des gens qui évoluent avec telle ou telle méthode que j'analyse, des livres
et d'autres, et vraiment essayer d'être le plus complet possible, de ne pas prendre de raccourcis, de ne pas me faire avoir, si on veut bien, par justement tel ou tel camp qui dit que telle chose est bonne, telle chose est mauvaise, et essayer d'avoir la vue la plus complète possible, ce qui, ça prend du temps, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En fait, l'aspect de recherche, de construire une formation et avec tous ces aspects théoriques et tous ces aspects pratiques, je trouve extrêmement enrichissant justement de ce point de vue-là, parce que c'est certainement sinon du travail que moi, je ne ferais pas. Si je ne devais pas essayer de le synthétiser, eh ben, je ne sais pas si je prendrais le temps que je prends pour aller lire, pour aller analyser, pour essayer de synthétiser, d'intégrer, de combiner. Mais comme tu le dis, juste parce que nous, on le fait, ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire pareil, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est exactement ça. Il y en a plein qui me demandent pourquoi tu travailles autant, pourquoi. Mais mec, parce que il faut que je sois au niveau. Et je veux pas être là. J'ai envie en fait, l'idée, j'ai le droit de ne pas savoir, mais par contre, j'ai le devoir de connaître cette réponse en allant chercher. Tu vois, ça c'est déjà le premier point. Mhm. Et le deuxième chose, c'est que si on me pose une question en formation, je déteste ne pas savoir. C'est un truc qui me rend fou, qui me rend fou. Et je touche du bois. C'est rarement le cas où je dis je ne sais pas. Ou alors, si je ne sais pas, je t'envoie un mail, mais je saurai. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que moi, je le sais, je suis intègre avec moi et je pense que toi, c'est le cas aussi. Si je sors quelque chose, c'est que je suis à peu près sûr de moi parce que je sais que j'ai fait le boulot. Ouais. Et je ne vais pas faire un truc, j'ai lu 10 études, j'ai fait mon avis et je vais sortir. Non, sur les 10 études, dans les 10 études, tu as 50 études par étude. Tu vois. Et peut-être que, justement, tu vois, je présentais à Schulder, on a discuté des dyskinésies spécifiques à certains sports que c'est pas. Par exemple, chez le nageur, ils ont une dyskinésie spécifique pour le nageur. Et tu vois, tu as une étude qui arrive, on te dit, OK, point intéressant, le nageur fait 30 000 coups de bras par semaine à haut niveau. C'est monstrueux. OK. Qu'est-ce que ça sous-entend, 30 000 coups de bras par semaine? C'est-à-dire que ta coiffe des rotateurs, elle t'a permis de sortir le bras de l'eau 30 000 fois dans la semaine. Et, conclusion des auteurs, ils voient, OK, ils perdent de la force sur leur rotateur externe. Et, conclusion, il va falloir bosser les rotateurs externes. Mais non, connard. J'ai juste envie de dire ça. Pourquoi? Mec, il s'appelait 30 000 fois dans la semaine que son infraépineux a sorti le bras de l'eau. C'est pas possible. Tu vas pas aller lui faire bosser son infraépineux. Il est déjà explosé. Donc, trouve d'autres stratégies pour pouvoir faire en sorte que son infraépineux soit un peu moins dans les chaussettes. Et tu vois, si tu n'as pas cette analyse-là, OK, le mec, il dit, OK, les nageurs doivent bosser leur rotateur externe et ils font tous leur rotation externe. Ils s'aperçoivent quoi? OK, tous les nageurs ont des blessures à l'épaule. Ouais, mais peut-être que justement, si tu n'as pas pris suffisamment le recul nécessaire pour bien lire la méthode, pour bien lire la discussion des auteurs, et que parfois avoir le recul de te dire que peut-être que les auteurs, en fait, ils ont fait une conclusion de merde là, justement, ça risque justement d'apporter cet effet iatrogène. Et on va dire, OK, les nageurs vont devoir faire des rotateurs externes. Non, tu vois, j'en discutais avec Loïs, que tu as eu sur Robin Monaco, que tu as eu sur le podcast. Je touche du bois, je ne dis pas que c'est moi, je ne dis pas que c'est Loïs. J'ai eu 0 blessure aux épaules depuis 5 ans en natation. Loïs, on en a discuté, a eu 0 blessure à l'épaule chez les nageurs, et il a des nageurs de très haut niveau aussi. Donc, je pense que quand on a suffisamment de recul, on peut avoir aussi de la chance. Hein. J'ai peut-être de la chance aussi dans ça, mais à un moment donné, sur 5 ans de travail, la chance, elle commence à diminuer et on se dit, OK, peut-être qu'on commence à avoir quand même un bon travail. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce que tu as dit, d'avoir de recul. Ce que tu as relaté sur le sujet de l'étude, pour moi, je fais le parallèle avec les formations que tu as mentionnées avant, c'est-à-dire que juste parce que quelqu'un a le titre pour écrire une étude, ça veut pas dire qu'il a lu les milliers de papiers avant qui sont venus avant
pour avoir la vue d'ensemble qui va lui permettre d'écrire quelque chose qui va faire avancer le contenu dans la bonne direction plutôt que simplement voilà, un coup de fusil dans l'eau qui n'a pas servi à grand-chose simplement parce qu'on n'a pas fait son taf avant, quoi. Donc, ce que qui a eu le temps de le mettre en pratique. Qui a eu le temps de le mettre en pratique parce que il faut les deux. Il faut comprendre le pourquoi et après, il faut le valider avec des expériences pratiques et s'assurer que ça marche véritablement. Donc, c'est ce qui change tout, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui en ressort pour moi, c'est continuer la chasse à l'excellence. L'excellence qui est un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais qui vaut la peine d'être recherché parce que, comme tu l'as dit, si on se fixe pas ça comme objectif, comme principe de base, comme principe fondamental, comme valeur, si on veut bien dans la manière dont on opère en tant que coach et en tant que formateur, eh ben, on va tendre simplement à niveler par le bas et ça, on ne peut pas se le permettre. Ouais, c'est exactement ça. Fred, merci énormément d'être revenu sur le podcast. C'était vraiment chouette de pouvoir échanger à nouveau avec toi. J'avais plein d'autres sujets, mais du coup, on est parti sur des tangentes après tangentes et on a fait notre petit bout de chemin. Mais au final, je pense qu'on en ressort avec une chouette conversation. Pour ceux qui ne te suivent pas encore sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver et peut-être aussi retrouver tes formations en ligne? Ouais, déjà, merci à toi. Je pense que ce podcast va être, je pense, va donner de super pistes de travail pour ceux qui l'écouteront. Donc, merci à toi de faire vivre ce contenu et merci pour ton boulot. Et du coup, vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram à @fredkos. C'est la page Real Physio sur lequel je produis du contenu sur divers sujets autour de la kiné, de la préparation physique et aussi de plus en plus, un peu plus sur l'entrepreneuriat. Et également sur mon site praxeoconsulting.fr sur lequel vous pouvez retrouver mes formations actuelles et celles qui vont arriver. Voilà. Génial. Écoute, les liens sont dans la description. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce que tu fais, allez checker ce que fait Fred sur les réseaux. Fred, merci encore une fois et à tout bientôt. Merci à toi, merci aux auditeurs, à plus. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.